Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle exploration. Alors, la dernière fois, on avait regardé comment Zeus avait pris le contrôle du ciel, bon, après le partage du cosmos avec ses frères. Aujourd'hui, on s'intéresse à l'un d'eux, une figure tout aussi énorme, mais qu'on cantonne souvent à son rôle marin, Poséidon. Mhm. Et les sources qu'on a là, notamment ce rapport Poséidon, souverain polyvalent, elles nous montrent un dieu bien plus complexe en fait. Notre mission, si on peut dire, c'est de décrypter cette triple autorité. Les mers, oui, mais aussi les séismes et les chevaux. C'est ça. Poséidon, ou Neptune pour les Romains, il fait partie de cette première génération d'Olympiens, fils de Cronos et Rhea, frère de Zeus, Hadès, Héra, Déméter et Hestia. D'accord. Et après la titanomachie, le fameux tirage au sort lui donne la mer, les océans, Zeus a le ciel, Hadès les enfers. Voilà. Mais, et ça c'est vraiment important, les textes insistent là-dessus, la Terre, elle reste un domaine commun. Ah, d'accord. Et ça va poser problème, j'imagine. Énormément. C'est une source de tension constante. Pour ses attributs, le trident, évidemment, mais on a aussi le dauphin, le poisson, le taureau et le cheval. Pas mal de choses. Alors, justement, démêlons un peu tout ça. L'image classique, c'est le dieu marin. Mais une des idées vraiment fortes des sources, c'est que son pouvoir originel, il serait peut-être lié à la terre. Exactement. Son épithète le plus courant chez Homère, c'est pas un truc marin, c'est l'ébranleur du sol. Qu'est-ce que ça veut dire au juste? Alors, Énochichton, ou parfois Onosigaès, ça veut dire littéralement celui qui secoue la terre, l'ébranleur du sol. Et ça, c'est fondamental. Hmm, Parce que le trident lui-même, qu'il reçoit des cyclopes, en même temps que la foudre pour Zeus et le casque d'Hadès, Oui, pendant la guerre contre les titans. voilà, ce trident, à l'origine, c'était pas du tout un outil pour la mer. C'était l'instrument du pouvoir tectonique, celui qui fait trembler la terre, qui fend les montagnes. Ah d'accord, carrément. L'idée qui ressort, c'est que c'est parce que lui, l'ébranleur du sol, a reçu la mer en partage, que la mer s'est retrouvée associée à cette force sismique, via les tsunamis par exemple. C'est le dieu qui marque son domaine de son pouvoir initial. C'est exactement ça. Le pouvoir n'est pas défini par le domaine, c'est le dieu qui imprime ses caractéristiques au domaine. Poséidon, c'est d'abord une force géophysique brute, presque chtonienne, liée à la terre profonde. Une force de la Terre qui hérite de la mer. C'est une perspective assez différente. Et ça devient encore plus fou quand les sources parlent des découvertes archéologiques. Ces fameuses tablettes en linéaire B de Pylos, bien avant l'époque classique. Ah oui, les tablettes mycéniennes. Qu'est-ce qu'elles nous disent sur ce Poséidon originel? Ces tablettes qui datent de l'âge du bronze, vers 1400-1200 avant notre ère, elles révèlent un culte vraiment très important rendu à Poséidaon. C'est le nom qu'on trouve. Poséidon, d'accord. Il semble recevoir plus d'offrandes que Zeus à Pylos, à cette époque-là, et il est parfois associé à une déesse, Poséidaïa, peut-être son épouse d'alors. Du coup, ça a mené certains chercheurs à penser que Poséidon aurait pu être une divinité majeure, peut-être même le dieu souverain de certains royaumes mycéniens, avant que Zeus ne s'impose partout, quoi. Un dieu souverain qui aurait été déclassé en quelque sorte. Ça pourrait expliquer son caractère. On le décrit souvent comme colérique, rancunier, toujours à contester de Zeus. C'est une lecture qui est assez séduisante. Si on part de cette idée d'une possible relégation, alors ces colères, ces disputes sans fin pour des territoires, la plus connue c'est contre Athéna pour Athènes évidemment, Oui, on y viendra. eh bien ce ne serait plus juste des caprices, ça pourrait être l'écho mythologique d'une frustration, le ressentiment d'un ancien roi face au nouvel ordre de Zeus, le garant de la loi, de l'équilibre. Une lutte entre l'ancien et le nouveau, entre la force brute et l'ordre. Voilà, c'est un peu ça. L'ancien ordre peut être plus chthonien, représenté par Poséidon, contre le nouvel ordre olympien. Et tous ces noms, ces épithètes, Poséidaon, le souverain possible, Énochichton, l'ébranleur, Hippios, celui des chevaux, Pélagaios, de la haute mer, ils témoigneraient de toutes ces couches de pouvoir accumulées ou peut-être perdues. C'est fascinant comme théorie. Bon, alors, parlons quand même de son royaume le plus connu, la mer. Les textes, Homère notamment, ils décrivent un palais sous-marin incroyable à Égaï. Oui, un palais en or qui brille, qui ne s'abîme jamais, un lieu mythique. Déjà dans l'Antiquité, ils n'étaient pas d'accord sur où c'était exactement. Thrace, Eubée, Achaïe. Hmm. Et Homère, il le situe où? Homère nous dit qu'il observe la guerre de Troie depuis le sommet de Samothrace.
et qu'il peut rejoindre son palais en quelques bonds divins. Il y vit avec son épouse officielle, Amphitrite, une Néréide, Amphitrite, oui. qui symbolise un peu la mer calme, d'ailleurs. Et puis tout un cortège de dieux marins secondaires. Comme ce fameux Protée, le vieillard de la mer. Exactement. Protée, connu pour ses prophéties, mais surtout parce qu'il peut changer de forme à volonté pour qu'on le laisse tranquille. Il garde les troupeaux de phoques de Poséidon. D'accord. Et Poséidon, il se déplace comment? En char? Oui, un char magnifique, souvent tiré par des créatures incroyables, les hippocampes, mi-chevaux, mi-poissons, ou alors par des chevaux capables de galoper sur l'eau sans se mouiller les sabots, ou presque. Ce royaume marin, on dirait qu'il reflète un peu sa personnalité, non? D'un côté, l'immensité, la liberté. C'est vrai, la mer, c'est un espace d'une certaine indépendance par rapport à l'ordre d'en haut, sur l'Olympe. Poséidon est règne en maître, c'est un monde plus sauvage, moins soumis aux règles de Zeus. Mais de l'autre côté, cette liberté, c'est aussi celle du chaos, de la fureur. Sa colère, elle est connue. Ah oui, absolument. La colère de Poséidon, c'est terrifiant. C'est une force de la nature. Quand il est vexé, c'est pas juste une petite vaguelette, hein. Il soulève des tempêtes monstrueuses, des cyclones, des tsunamis qui peuvent rayer des côtes de la carte. Il submergeait des terres pour punir les gens. Oui, les mythes en sont pleins. Pour punir l'arrogance, l'hubris ou juste pour venger une offense personnelle. L'exemple qu'on connaît tous, c'est Ulysse, dans l'Odyssée. Ça part de l'histoire avec le cyclope Polyphème. Qui est pas de chance pour Ulysse, est un fils de Poséidon. Une fois aveuglé, Polyphème appelle son père au secours. Et là, La vengeance. implacable. Poséidon ne tue pas Ulysse directement, peut-être à cause du destin ou d'autres règles divines, mais il va lui pourrir son retour. 10 ans de plus à errer sur les mers. 10 ans. 10 ans de tempêtes, de naufrages, d'obstacles. C'est vraiment l'image de la puissance divine, mais aussi de sa rancune tenace. C'est dur d'échapper à la colère d'un dieu, surtout quand on a touché à sa famille. On comprend mieux pourquoi les Grecs, et surtout les marins, tenaient à se le mettre dans la poche. Ah bah oui, c'était indispensable. Avant de prendre la mer, prières, offrandes, il y avait des sanctuaires partout sur les côtes, les caps importants. Le plus connu, c'est celui du cap Sounion, on voit encore les colonnes face à la mer Égée. Magnifique, oui. C'était un repère pour les bateaux qui quittaient Athènes. On y faisait des sacrifices, souvent des taureaux noirs, symboles de la mer profonde ou de la terre, et des libations de vin, pour avoir sa protection ou calmer sa colère. Et cette colère, elle ne s'exprimait pas que sur l'eau. Revenons à l'ébranleur du sol. Concrètement, ça donnait quoi dans les mythes, ce pouvoir terrestre? Dans l'Iliade, il y a des descriptions assez fortes. Quand Poséidon marche sur terre, même vite fait, Homère dit que les montagnes et les forêts tremblèrent sous ses pas immortels. Ah. Il peut littéralement provoquer des séismes, faire jaillir des sources, parfois salées. On va le voir juste en tapant le sol avec son trident. C'est une force brute, primordiale. Mais cette force, elle est gratuite? Ou il y a une raison quand il déclenche un séisme? Souvent, oui. Comme pour sa colère marine, son pouvoir tectonique, c'est souvent présenté comme une punition divine. Ça châtie l'hubris, la démesure ou le parjure quand on ne tient pas sa promesse. L'histoire de Laomédon, le roi de Troie, est un bon exemple. Ah oui, les murailles de Troie. Poséidon et Apollon l'aident à les construire, c'est ça? Ils sont obligés de le servir. Exactement. Ils bâtissent ces murailles incroyables, réputées imprenables, et, après, Laomédon refuse de payer. Classique. Voilà, il manque à sa parole, envers des dieux. La réaction de Poséidon est immédiate, dévastatrice. Il n'envoie pas un séisme cette fois, mais un monstre marin horrible, le Kétos, qui ravage toute la côte troyenne. Terrible. Et pour calmer le dieu, il doit sacrifier sa fille, Hésione. Oui. Bon, elle sera sauvée par Héraclès in extremis, mais le mal est fait. Et cette trahison, cette rancune, ça explique en grande partie pourquoi Poséidon sera du côté des Grecs pendant la guerre de Troie, des années plus tard. La rancune est tenace chez lui, hein? Extrêmement. Un autre exemple connu de punition pour parole non tenue. Minos, en Crète. Il demande à Poséidon un signe pour prouver qu'il est bien le roi légitime, un taureau blanc magnifique sorti de la mer. Il promet de le sacrifier direct. Et le taureau arrive, superbe. Mais Minos le trouve trop beau. Il le garde pour lui et il en sacrifie un autre, moins bien. encore une promesse rompue. La punition, cette fois? Plus subtil, mais tout aussi terrible pour la famille. Pas de catastrophe naturelle, mais Poséidon inspire à Pasipha, la femme de Minos, une passion contre nature pour ce taureau blanc. Oh non. Et de cette union va naître le Minotaure.
Mi-homme, mi-taureau. La faute de Minos amène un monstre au cœur de sa famille, de son royaume. Ça montre que la colère divine, elle peut frapper de plein de façons. L'ordre social, moral, autant que la nature. C'est fou de voir comment tout ça se tient. La terre, la mer, la colère, la justice divine. Et il nous reste une facette importante. Hippous, celui des chevaux. Ça vient d'où ça? La mythologie dit que c'est Poséidon qui a créé le tout premier cheval. Il l'aurait fait jaillir d'un rocher en le frappant avec son trident, selon certaines versions. D'accord. Et ce cheval originel, il est souvent décrit comme sauvage, indompté, rapide comme le vent, comme les vagues. Il incarne la force brute, un peu comme son créateur. D'ailleurs, c'est intéressant, c'est un des rares grands dieux qu'on représente parfois à cheval, pas juste en char. Il crée le cheval, mais c'est lui qui apprend aux hommes à s'en servir. Alors là, non. C'est là qu'intervient sa grande rivale, Athéna. C'est une dynamique intéressante. Si Poséidon Hippios, c'est la puissance brute, l'énergie sauvage, c'est Athéna, la déesse de la sagesse pratique, de la métisse, de la technique, qui invente la bride. La bride, l'outil pour maîtriser. Exactement. L'outil de l'intelligence qui permet de canaliser cette force naturelle, de l'utiliser pour la civilisation, l'agriculture, le transport et surtout la guerre, avec la cavalerie, les chars. On retrouve cette opposition, ou cette complémentarité peut-être, force brute contre intelligence technique. Précisément. Et c'est marrant parce que même à Athènes, la ville d'Athéna, on voit cette reconnaissance mutuelle. Sur le Parthénon, qui est dédié à Athéna, la grande frise, surtout côté ouest, elle montre plein de cavaliers athéniens. Ah oui, c'est vrai. C'est qu'une façon d'honorer le savoir-faire des cavaliers, donc Athéna, mais aussi de reconnaître que cette maîtrise, elle s'exerce sur le don de Poséidon Hippios. La stratégie a besoin de la puissance. Et ce rôle de patron du cheval, ça s'étendait aussi aux courses, hein? Les courses de chars, c'était énorme en Grèce. Tout à fait. En tant que dieu du cheval, il était logiquement le patron des Jeux isthmiques, célébrés tous les 2 ans près de Corinthe sur l'isthme. D'accord. Un des 4 grands jeux panhelléniques. Exactement. Il lui était dédié, à lui et à un héros local. Et bien sûr, les épreuves de chevaux et de chars y étaient reines. On célébrait la force, la vitesse, des qualités très poséidoniennes. Toutes ces fonctions, ces pouvoirs, ces complexes. On a parlé de sa rivalité avec Athéna. Le mythe de la fondation d'Athènes, c'est l'exemple parfait, non? Comment ça s'est passé ce concours? Oui, c'est le récit le plus connu. Poséidon et Athéna se présentent devant les Athéniens ou un jury de dieux, ça dépend des versions, pour offrir le cadeau le plus utile à la nouvelle cité. Poséidon, fidèle à lui-même, il frappe le rocher de l'acropole avec son trident. Et hop, une source jaillit. Super. Mais attends, c'est une source d'eau salée. Ah, moins pratique. Ça rappelle son lien à la mer, aux eaux souterraines un peu saumâtres. C'est un geste puissant, ça montre sa force, mais bon, pour la vie de tous les jours, c'est limité. Athéna, elle utilise sa métisse, son intelligence. Elle fait pousser le premier olivier. Source de nourriture, d'huile pour manger, c'est un symbole de paix, de prospérité, d'agriculture. Exactement. Le choix a été vite fait, victoire d'Athéna. Et Poséidon, encore une fois, qui perd un territoire. Cette victoire d'Athéna, on peut l'interpréter comment, au-delà du mythe? C'est souvent vu comme une affirmation idéologique, très forte. La supériorité de la civilisation, Athéna, l'agriculture, la technique, l'organisation, sur les forces naturelles brutes, la mer folle, les séismes, l'eau qui ne désaltère pas. Le mythe légitime le choix d'Athènes de se fonder sur l'intelligence, l'artisanat, la démocratie. Plutôt que sur la seule force maritime ou la peur des éléments. Oui, c'est ça. Et cette dualité, on la retrouve même chez ses enfants, non? On pense à Polyphème, le cyclope. Oui, effectivement. D'un côté, il engendre des créatures monstrueuses ou sauvages, Polyphème, symbole de force brute, de cannibalisme, ou Arlon, un cheval immortel et hyper rapide, mais très sauvage. Et puis, indirectement, sa vengeance contre Minos crée le Minotaure. On est du côté du chaos, de l'indompté. Mais il a aussi des enfants héroïques. Ah oui, et c'est là toute l'ambivalence. Il est aussi le père de grands héros. Le plus célèbre, c'est sûrement Thésée, le héros d'Athènes. Thésée, fils de Poséidon? Je croyais que c'était Égée, son père. Les deux. Souvent, on dit qu'il a un père humain, Égée, et un père divin, Poséidon. Pour les Athéniens, ça expliquait la force incroyable de Thésée, ça légitimait son rôle de roi fondateur. Je vois. Et dans certaines aventures, comme quand il doit prouver qu'il est bien fils de Poséidon en plongeant chercher un anneau en mer, son père divin l'aide. Donc
La paternité de Poséidon, ça peut donner des monstres, mais aussi une puissance héroïque civilisatrice. Donc, si on résume ce portrait vraiment complexe, Poséidon, c'est beaucoup plus que le dieu de la mer. C'est l'ébranleur du sol, le père du cheval, et peut-être l'ombre d'un ancien roi des dieux. Toutes ces facettes, elles sont liées par cette idée de force primordiale. Une force de la nature, quoi. Exactement. Une force tellurique, aquatique, animale, puissante, qui inspire la crainte, mais aussi le respect. Et cette puissance, elle continue de fasciner, j'imagine. Ah oui, complètement. Son rôle dans Homère, surtout l'Odyssée, l'a rendu incontournable dans notre culture. On le retrouve partout, au cinéma, dans Le Choc des Titans ou d'autres films plus récents. Dans la littérature jeunesse, il est super important. Dans Percy Jackson, dans les jeux vidéo, God of War, Assassin's Creed Odyssey, il incarne toujours cette force naturelle, cette colère qu'on ne peut pas dompter. En bref, Poséidon, ce n'est pas juste le dieu de la mer. C'est cette force fondamentale qui secoue la terre, maîtrise ou déchaîne les eaux, crée le cheval. Comprendre toutes ces casquettes, le possible souverain mycénien, la force tectonique, le maître des océans, le patron des chevaux, c'est saisir la complexité d'une puissance essentielle de l'univers grec. Une puissance vraiment incontournable, oui. Même si, dans l'histoire qui s'est imposée, l'histoire olympienne, elle reste soumise à l'ordre de son frère Zeus. Comprendre Poséidon, c'est comprendre cette tension permanente entre la force brute et l'ordre, entre la nature sauvage et la civilisation. Et ça laisse pensif. Si on prend cette hypothèse de souveraineté perdue au sérieux, cette rivalité avec Zeus, comment le monde mythologique et peut-être même la pensée grecque auraient été différents si le sort avait choisi l'ébranleur du sol comme roi des dieux et pas le maître de la foudre? Quel visage aurait eu le cosmos? Ça donne à réfléchir, hein? Bonne question. Voilà, notre exploration des multiples facettes de Poséidon s'arrête ici. Merci de nous avoir suivis dans ces profondeurs mythologiques. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit like, ça nous aide beaucoup. Oui, merci. Et surtout, rappelons qu'il est possible de se rendre sur le site neocastia.com pour accéder aux sources et à d'autres contenus.